Ce n'est pas la taille du manteau qui les a intrigués, c'est la façon dont il s'est parfaitement adapté au mauvais homme. Bienvenue dans Mystère de minuit, je suis votre hôte Gustave. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je les lis tous avec curiosité. Kamenkins. C'était le genre de matinée qui donnait à Saint-Aldelme un air de respectabilité. Le soleil filtrait à travers les châtaigniers qui bordaient la rue principale, les oiseaux chantaient depuis les toits de chaume, et l'air était imprégné de ce parfum vif d'herbes tondues et de scones grillés qui émanait de la cuisine du presbytère. Les villageois se préparaient pour la fête caritative estivale annuelle de Saint-Aldelme, un événement modeste mais animé, organisé dans les jardins du presbytère, avec des stands de confiture, une tombola et le formidable gâteau Victoria de Madame Crocombe, autrefois cité dans le Hampshire Gazette. Miss Marple, assise avec une posture impeccable dans un fauteuil en osier sous un parasol à rayures vertes, sirotait du thé dans une délicate tasse en porcelaine et observait les événements avec un intérêt léger mais pénétrant. Ses gants de dentelle étaient pliés sur ses genoux, et son expression, bien que douce, suggérait un esprit bien plus actif que ne le laissait supposer sa silhouette immobile. « Bonjour, Miss Marple », gazouilla le révérend Silas Drenham en passant, peinant à équilibrer une caisse de bouteilles de limonade et un enfant turbulent tirant sur sa soutane. « Belle journée pour ça, hein? »« Oh oui, » dit aimablement Miss Marple. « Même si on espère que ce ne sera pas le cas point aussi, c'est charmant. Le soleil fait ressortir les abeilles et les humeurs, je trouve. » Le révérend ricana poliment, ignorant que l'observation de Miss Marple n'était pas entièrement fantaisiste. Car, même parmi les tables du jardin et les rires, elle avait déjà remarqué les sourires forcés échangés entre certains et l'absence flagrante d'autres. À 3h30, la fête battait son plein. Le colonel Faraday avait remporté la bouteille de Kérès au tirage au sort. Madame Luttrell s'extasiait sur ses bégonias à quiconque était trop poli pour s'enfuir, et la jeune fille Gladstone s'était évanouie, de chaleur ou de chagrin, personne ne le savait encore. Mais c'est lorsque Madame Dulcie Denolme a crié aussi aigu et tranchant que le cri d'un renard que les festivités ont pris une tournure soudaine et grave. La foule se rassembla instinctivement vers le terrain de croquet, d'où venait le cri. Là, sous le sycomore, près du chapiteau des rafraîchissements, gisait la silhouette d'un homme. Il était drapé dans un élégant pardessus de laine, totalement inadapté au temps. Son chapeau, encore étrangement posé sur sa tête, dissimulait ses traits. Une assiette de batambert s'était brisée à côté de lui. Miss Marple fut l'une des dernières à arriver. Elle ne pressa pas, ne paniqua pas. Elle observa simplement la scène en plissant ses yeux bleu clair. « C'est Monsieur Félix Carswell », murmura quelqu'un, consterné. « Du vieux presbytère. Mort comme un clou. » Une autre voix ajouta. « Ce manteau. Je l'ai déjà vu. Mais ce n'est pas le sien. » Personne n'a remarqué que les doigts gantés de Miss Marple se resserraient légèrement autour de la poignée de son sac à main. Elle regarda le manteau. Elle regarda le corps. Puis elle regarda la foule. Et elle savait, sans encore savoir pourquoi, qu'il ne s'agissait pas d'une simple insolation ou d'une insuffisance cardiaque. C'était quelque chose de bien plus froid. Quelque chose qui convenait trop bien. Le soleil commençait à se pencher vers l'ouest, projetant des ombres allongées sur le terrain autrefois joyeux de la fête. Les villageois se tenaient en un croissant désordonné autour du corps, à moitié recouvert d'une couverture de pique-nique. Le manteau, un manteau à chevrons sombres avec un col en feutre, restait visiblement déplacé, un vêtement pour les soirées fraîches et les promenades automnales vivaces, et non pour un après-midi brûlant de juin. Madame Denolme, qui avait découvert le corps, continuait à halter et à se tamponner les tempes avec un mouchoir en batiste, tandis que le docteur Hubert Bleet, appelé à la hâte de la course aux œufs et à la cuillère, s'accroupissait à côté du défunt, les sourcils froncés. « Le cœur » murmura-t-il avec toute l'assurance vague d'un médecin généraliste de village habitué à constater les décès sans expliquer pourquoi. Peut-être la tension, ou la chaleur. Ou les deux. « Mort, alors » demanda inutilement le colonel Faraday. « Tout à fait » affirma le médecin. « Je suis parti depuis au moins une demi-heure. » Miss Marple se tenait à proximité, discrète parmi les spectateurs plus grands, son regard balayant doucement le corps jusqu'au pied de l'assemblée. Le côté dramatique ne l'intéressait pas encore. Elle remarquait plutôt de petits détails. Une chaussure éraflée au talon, la légère marque laissée par une bague récemment retirée de la main gauche de Félix Carswell, et une croûte de sucre collée au coin de sa bouche. Pas, pensa-t-elle, l'expression d'un homme s'attendant à une mort subite. Derrière elle,
les murmures commencèrent. Eh bien, il avait toujours l'air pâle, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il avait eu une discussion avec son cousin la semaine dernière, à propos d'argent. Non, non, c'est cette fille qu'il fréquentait. Discrète, à mon avis. Ça lui a probablement donné des palpitations. Tu as vu son manteau? Avec cette chaleur. C'est de la folie. La police arriva peu après 16 heures, en la personne de l'inspecteur Cray du commissariat de Market Ledbury, large d'épaules, le visage rouge et déjà harassé. Il était accompagné d'un jeune agent, un carnet à la main, l'air légèrement hébété, comme s'il prenait le thé avec sa mère. Cray s'approcha avec une vivacité qui semblait censée projeter une certaine autorité. « Allez, maintenant. Tout le monde recule, s'il vous plaît. Pas de panique. On va régler ça. » Miss Marple avait toujours trouvé ce ton plutôt optimiste chez un policier. « Que s'est-il passé ici » demanda-t-il, adressant vaguement sa question à la foule. Madame Denholm, qui se remettait maintenant d'un verre de sirop de fleurs de sureau du révérend Drenham, répondit d'une voix tremblante. « Je venais de m'éloigner de la tente à gâteaux quand je l'ai vu, là, sous le sapin. Juste, allongé là. J'ai d'abord cru qu'il se reposait. Mais ensuite, sa bouche était ouverte, et ses yeux, oh, c'était horrible. Et personne n'a rien vu, insista Cray. Personne ne l'avait fait. Ou, s'il l'avait fait, il n'était pas pressé de le dire. Miss Marple s'avança délicatement vers l'inspecteur, qui cligna des yeux lorsqu'il la remarqua. « Oh, Miss Marple, je ne vous avais pas vue. »« Non, dit-elle gentiment, ce n'est pas souvent le cas. Je comprends tout à fait. » Cray, qui avait déjà eu affaire à Miss Marple, réprima un soupir. « J'imagine que vous avez vu quelque chose. Seulement qu'il est arrivé avec ce par-dessus. J'ai trouvé ça bizarre. On ne s'attend pas à de la laine en juin. Tu l'as vu arriver? » « Oui. Vers 2 heures, je crois. Il est arrivé par le portail près du presbytère seul, d'après ce que j'ai pu constater, et est resté un moment près du stand de limonade. Il n'a parlé à personne. Il a juste observé. Un homme plutôt observateur, M. Carswell. Même s'il n'était pas particulièrement apprécié, j'en ai bien peur. » Cray griffonna quelque chose. « Pourquoi dis-tu ça? » »« Oh, juste des bribes d'informations. On entend beaucoup de choses en restant assis tranquillement avec une tasse de thé. » Cray lui lança un regard plein de patience. « Merci, Miss Marple. Comme toujours. » Elle inclina légèrement la tête, son regard se reportant sur la silhouette sous la couverture. Il y avait quelque chose d'anormal dans la façon dont le manteau reposait sur lui. Quelque chose d'anormal. Elle rangea cette pensée. Le soir, la fête était presque terminée, les anneaux de croquet rangés et les banderoles affaissées comme des paupières fatiguées. Le corps avait été transporté à la petite infirmerie locale pour examen, bien que Cray ait murmuré qu'il faudrait peut-être un jour ou deux avant d'en tirer des conclusions définitives. Félix Carswell, mort, s'était révélé aussi énigmatique que vivant. Dans son cottage de Church Lane, Miss Marple prit un dîner léger, pain, fromage et une tranche de betterave marinée, et relut une lettre reçue la veille de son neveu Raymond. Elle était imprégnée de son flair dramatique habituel et de vagues allusions à une femme de Vienne. Mais son esprit vagabonda. Elle repensa à l'éraflure sur le talon de la chaussure de Carswell, à la bague manquante, et surtout, au manteau. Après son dîner, elle s'aventura dehors. Le crépuscule était tombé, et le village était devenu silencieux, à l'exception du chant lointain des grillons. Miss Marple marchait d'un pas décidé, la menant au vieux presbytère où Carswell logeait depuis son retour de Londres, 6 mois plus tôt. Le vieux presbytère était l'une de ces imposantes demeures de campagne légèrement délabrées, charmantes et pittoresques depuis la route, mais étrangement abandonnées de près. Ces pierres couvertes de lierre, autrefois admirées, donnaient aujourd'hui l'impression d'un bâtiment succombant lentement à la patience de la nature. Elle fut accueillie à la porte par mademoiselle Inez Carswell, cousine de Félix et hôtesse de nom, bien que réputée bien plus femme de ménage que parente. Mince et sévère, coiffée d'un pince-nez aux manières toniques, Inez considérait mademoiselle Marple comme un percepteur d'impôts. « Je suis venu vous présenter mes condoléances, » dit doucement Miss Marple. « Oh, oui, merci. C'est très choquant. » Le ton d'Inez était cassant et creux, comme une feuille sèche. « Tout à fait. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas malade. Pas à ma connaissance. Même s'il s'était un peu renfermé ces derniers temps. Il n'en parlait pas, bien sûr. »« Je me demande, demanda Miss Marple d'un ton doux,
s'il possédait par hasard un lourd par-dessus comme celui qu'il portait. Iné cligna des yeux. Eh bien, oui, mais pas récemment. Ce manteau appartenait à notre défunt oncle, Charles. Il était accroché dans l'armoire d'invité avant même que Félix n'emménage. Ah? Dit Miss Marple, les yeux légèrement illuminés. Alors il ne l'a pas apporté avec lui. Non. J'ai trouvé ça bizarre moi aussi, mais il a insisté pour le porter à la fête. Il a prétendu avoir froid. Curieux, murmura Miss Marple. Ça lui allait plutôt bien, je trouve. Inaz cerra las lebras. Nous ne sommes pas si différents. Oncle Charles non plus. Miss Marple regarda le couloir. Il était sombre, l'air chargé de cire et de quelque chose de plus subtil, de vieux secrets, peut-être. Je vous remercie de votre temps, mademoiselle Carswell. Veuillez excuser cette intrusion. Iné inclina la tête avec raideur. Bonsoir, Miss Marple. De retour dans son salon, Miss Marple alluma un petit feu pour lutter contre l'humidité qui s'installait et s'assit devant, tricotant. Ses aiguilles cliquetaient doucement, un contrepoint rythmique au tourbillon de pensées qui se cachait derrière son visage serein. Le manteau était la clé. Non seulement parce qu'il n'était pas adapté au temps, mais parce qu'il avait appartenu à un défunt et qu'il en avait maintenant fait un autre. Un vêtement emprunté, ou peut-être quelque chose de plus intentionnel. Les gens ne portaient pas de telles choses par hasard. Certainement pas Félix Carswell, un homme connu pour sa présentation soignée et ses griefs personnels. Miss Marple songea à un autre homme qu'elle avait connu, M. Williams, de Shipping Cleghorn, qui avait faim de boiter pendant des années pour éviter les offices du dimanche, jusqu'au moment même où il oublia et se présenta à la course. Les gens se révélaient non pas par leurs paroles, mais par leurs incohérences, et par leurs manteaux trop ajustés. Le lendemain matin, elle parlerait au révérend Drenham, et à la jeune Effie Gladstone, qui s'était évanouie si opportunément. Il y avait plus à dire sur cette histoire, plus de fils à démêler. Mais pour l'instant, elle se versa une autre tasse de thé, les yeux pétillants à la lueur du feu, et attendit patiemment que le village reprenne le dialogue. C'était toujours le cas. Le matin se leva pâle et humide, une légère brume ondulait le long des haies et emplissait les fenêtres des chaumières d'une délicate condensation. La nouvelle de la mort de Félix Carswell s'était répandue avec la rapidité propre au petit village, et à l'heure du petit déjeuner, chaque tasse de thé de Saint-Aldelme tintait au son de murmures spéculatifs. À la poste, on vit Madame Vinet penchée sur le comptoir, chuchotant avec sérieux à M. Gorridge à propos d'une certaine bague et de ce qu'un homme porte quand il sait que quelque chose va arriver. À l'épicerie, Mademoiselle Penaligon déclara avec une autorité tranquille que Félix avait l'air vraiment vert la veille. De l'autre côté de la place du village, un groupe d'enfants jouait au détective avec des chuchotements exagérés et des évanouissements théâtraux. L'évanouissement d'Effie Gladstone était déjà entré dans la légende du village. Miss Marple, quant à elle, poursuivait sa routine matinale habituelle. Une promenade chez le boulanger pour un pain frais, quelques mots échangés avec le jeune Georges, le livreur de journaux, et un détour par le cimetière pour inspecter l'état des hortensias. C'est en revenant par l'étroite ruelle longeant le presbytère qu'elle rencontra le révérend Drenham, arpentant lentement l'arche ruisselante du treillis de rosiers. Il la salua avec un sourire las et une pointe de soulagement. « Ah, Miss Marple, j'allais justement vous rendre visite, en fait. » Elle inclina la tête, toujours polie. « Vraiment, révérend, est-ce à propos du pauvre monsieur Carswell? »« C'est vrai. Je me demandais si vous pouviez entrer. Il y a quelque chose que vous devriez voir. » Il la conduisit dans son bureau, où les rideaux étaient à moitié tirés et où flottait encore une légère odeur de tabac à pipe. La pièce était remplie de livres, principalement des textes religieux, entrecoupés d'almanachs de jardinage et d'une collection de fleurs séchées datant de plusieurs décennies. Sur son bureau, à côté du registre paroissial, se trouvait une petite enveloppe. Elle était ouverte et ne portait aucun nom, juste un simple rectangle d'ivoire plié avec une netteté austère. À l'intérieur se trouvait un bout de papier, sur lequel était inscrite une simple phrase. Il a dit que le passé était trop lourd à porter, mais il l'a quand même porté. Miss Marple le lut 2 fois, les sourcils légèrement froncés. « Qui a apporté ça? »« Je l'ai trouvé tôt ce matin, je l'ai glissé dans la boîte aux lettres du presbytère. Personne n'a rien vu, même si Margaret a cru entendre un pas dehors à l'aube. » Elle réfléchit à nouveau à ses paroles. « C'est plutôt poétique, tu ne trouves pas? » Je le pensais aussi. Ce qui me fait me demander s'il s'agit d'un avertissement ou d'un aveu.
Miss Marple resta silencieuse un instant. Puis elle demanda, « Savez-vous si M. Carswell a déjà parlé à quelqu'un ici, peut-être à vous, peut-être à quelqu'un d'autre de sa famille, ou d'une affaire ancienne ?» Le vicaire secoua la tête. « Pas à moi. Mais Iné, sa cousine, a dit un jour que Félix avait des problèmes ces derniers temps. Agité, disait-elle, et enclin aux promenades nocturnes. Les hommes agités portent souvent de vieux fardeaux, dit Miss Marple d'une voix douce. Surtout ceux qu'ils croient passer inaperçus. Elle remercia le révérend Drenham et prit congé. En retournant à son cottage, elle aperçut une silhouette familière debout près du chariot du marchand de légumes. Une jeune fille en cardigan bleu ciel, serrant fermement son sac à main. Effie Gladstone. Miss Marple s'approcha d'un air de tante amicale. Miss Gladstone, comment vous sentez-vous ce matin? Hier a dû être un véritable choc. Effie cligna rapidement des yeux, visiblement surprise, puis esquissa un sourire tremblant. Oh, oui. Ça va mieux? Merci. C'était la chaleur. J'ai toujours été un peu sujette aux crises en été. Bien sûr, dit doucement Miss Marple. Même si le moment semblait propice à une faiblesse, si vous permettez. Effie rugit. Je ne voulais pas faire d'histoire. Oh, je ne crois pas. Mais vous étiez tout près de M. Carswell juste avant que ça arrive, n'est-ce pas? Le regard de la fillette se posa brusquement. Et ça pose. J'aidais au stand de gâteaux. Il est passé. Il avait l'air bizarre, pâle, comme quelqu'un qui aurait oublié quelque chose d'important. Je me souviens qu'il fixait le manteau. Il a dit quelque chose comme quoi il était trop serré aux épaules, ce que j'ai trouvé bizarre. Trop serré? L'intérêt de Miss Marple s'accrut. C'est étrange. La plupart des gens trouvaient que c'était plutôt bien ajusté. Effie hésita. Il jouait avec le collier, tirant dessus comme si ça le dérangeait. Puis il a dit quelque chose, je n'ai pas bien entendu, mais on aurait dit, ça me va maintenant. Puis il est parti. Eh bien, là, j'ai eu le vertige. L'expression de Miss Marple restait calme, mais dans son esprit, les choses changèrent légèrement. Un manteau qui n'était pas le sien, et pourtant, il prétendait qu'il lui allait désormais. Une identité empruntée, ou une culpabilité empruntée. Elle remercia gentiment Effie, puis se tourna vers la seule autre personne qui pouvait connaître les subtilités privées du retour de Félix Carswell à Saint-Aldelme, M. Ambrose Liddell, avocat. Le bureau de M. Liddell, coincé entre la banque et la bibliothèque, était un espace sobre, tapissé de livres, qui sentait la poussière et la cire achetée. Il leva les yeux avec une légère surprise lorsque Miss Marple entra. « Bonjour, Miss Marple. Que puis-je faire pour vous? » Je me demandais, commença-t-elle d'un ton faussement désinvolte, si M. Carswell avait récemment apporté des modifications à ses affaires. Un testament, peut-être? L'avocat cligna des yeux. « Maintenant, je ne suis plus libre. »« Je comprends tout à fait, » dit-elle rapidement. « Mais réfléchissez, Monsieur Liddell. Un homme meurt en public dans des circonstances suspectes, vêtu d'un manteau qui n'était pas le sien, et tenant des propos énigmatiques sur le passé. La police posera la même question. Mieux vaut les devancer. » Il hésita, puis soupira. « Très bien. Oui, M. Carswell a mis à jour son testament. La semaine dernière, en fait. Il a tout légué à une certaine Mademoiselle Evelyn March. »« Evelyn March, » répéta Miss Marple. « Ce nom ne me dit rien. Vous n'êtes pas de la famille? » ?»« Non. Une sorte de compagne. Il l'a rencontrée lors de son séjour à Londres. Elle y a séjourné brièvement. Elle est partie 3 jours avant la fête. Et Miss Carswell, sa cousine. Elle était très mécontente. Elle a fait savoir qu'elle considérait Evelyn comme une intruse. » Miss Marple resta assise, immobile, ses doigts effleurant la broche en argent à son revers. « Dites-moi, Monsieur Liddell, le testament a-t-il été signé devant un témoin? »« Oui, moi, et, curieusement, Effie Gladstone. »« Effie. » répéta-t-elle, surprise. On ne s'attend pas à ce qu'elle soit comme ça. Elle était là pour livrer des documents. Mademoiselle March a insisté sur le fait que tout allait bien. Elle semblait plutôt charmée. « Charmée, » répéta Miss Marple, bien que ses pensées fussent déjà ailleurs. Une jeune fille facilement manipulable, un évanouissement soudain, un manteau ayant appartenu à un homme mort depuis longtemps. Tout commençait à s'organiser. Ni clairement, ni complètement. Mais les contours prenaient forme. En se levant pour partir, M. Liddell ajouta, presque comme une réflexion après coup, « Il y a autre chose. Juste avant de signer, Carswell m'a posé une question étrange.
Il m'a dit, « Dites-moi, si vous vous mettez à la place d'un mort, combien de temps faut-il pour qu'il vous ressemble ?» Miss Marple s'arrêta à la porte, l'ombre d'un sourire aux lèvres. « Pas très longtemps, monsieur Liddell. Mais cela dépend si vous avez tué l'homme en premier. » Elle rentra lentement chez elle, l'esprit en proie à de nombreuses questions. Qui était Evelyn Marsh, et pourquoi était-elle partie juste avant la fête? Qu'avait fait ou omis de faire Félix Carswell pour que quelqu'un fasse une grève aussi publique et théâtrale? Et que signifiait ce mot laissé au presbytère? Les réponses, elle en était certaine, étaient déjà là, cachées à la vue de tous. Comme toujours, il suffisait d'attendre un peu pour que quelqu'un commette un faux pas. Un seul mot de travers, un glissement de masque. Et quand cela arriverait, elle serait là, souriante, douce, un tricot à la main. Et sachant tout. Le lendemain commença sous une bruine persistante, embuant les haies et transformant les sentiers en un gris boueux et glissant. La gaieté qui animait habituellement le village de Saint-Aldelme, même par mauvais temps, s'était sensiblement atténuée. Ce n'était pas seulement la mort de Félix Carswell qui jetait le trouble, bien qu'elle fût au cœur de toutes les conversations à voix basse, mais la manière dont elle s'était produite. Soudain, public, non résolu. Et quelque chose dans ce manteau, quelque chose qui ne collait pas avec la mémoire collective du village. Miss Marple avait passé la majeure partie de la matinée à méditer. Tout en sirotant son thé, son regard se porta vers la fenêtre mouillée par la pluie, où les rosiers se penchaient avec lassitude sous le vent. Une question commençait à germer dans son esprit. Non pas qui avait tué Félix Carswell, pas encore, mais quel était le but exact. La mort avait été théâtrale, certes, mais étrangement intime. Quiconque l'avait orchestré l'avait fait dans un but autre que celui de l'éliminer. Elle fut interrompue dans ses pensées par un coup sec frappé à la porte. En ouvrant, elle trouva l'inspecteur Cray, son imperméable dégoulinant sur le perron et son chapeau serré sous le bras. « J'espère que je ne vous dérange pas, Miss Marple. »« Pas du tout, inspecteur. »« Interest. Je viens de faire bouillir l'eau. » Cray entra avec un signe de tête reconnaissant, jetant un coup d'œil autour de la pièce de devant soignée comme s'il s'attendait à moitié à ce que des indices surgissent du papier peint. « J'ai pensé que je devrais passer te voir, » dit-il en s'asseyant, « car tu sembles avoir un don pour remarquer ce que les autres ne voient pas. »« Une tasse de thé, ça aide, je trouve, » répondit Miss Marple en versant soigneusement. « Qu'est-ce qui vous a fait sortir par ce temps-là? » Cray accepta le thé avec un grognement de remerciement. « L'autopsie est arrivée. La cause du décès était un empoisonnement. Au cyanure, pour être précis. À action rapide. Probablement ingéré. » La seule réaction de Miss Marple fut un léger hochement de tête satisfait. « Donc, pas de cause naturelle, alors? »« Non, » répondit Cray d'un ton sombre. « Et nous avons passé au peigne fin l'espace rafraîchissement de la fête. Pas de nourriture contaminée, pas de boissons trafiquées. Mais, voilà le problème, nous avons trouvé quelque chose d'étrange dans la poche du manteau de M. Carswell. Une clé. Enlighton. Ancienne. Sans étiquette. Elle ne correspond à rien de ce qui se trouvait à l'ancien presbytère, ni à ses bagages. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Intéressant. Vous l'avez toujours? » Cray sortit une petite enveloppe et glissa délicatement la clé dans sa paume. Elle la retourna, remarquant les bords usés et les légères traces d'oxydation. « Je crois que c'est plus vieux que vous ne le pensez. Plus décoratif que pratique. Presque comme ceux qu'on trouve sur un bureau, ou peut-être dans une boîte à souvenirs. » Cray parut pensif. « Nous allons élargir les recherches. Mais je n'arrive pas à comprendre le mobile. Il n'y a aucune trace d'effraction au presbytère, et selon le notaire, Liddell, il a légué ses biens à une femme dont nous ignorions jusqu'à l'existence. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Evelyn March. Oui, Monsieur Liddell m'en a parlé aussi. C'est une figure plutôt insaisissable, n'est-ce pas? Disparu la veille de la fête, murmura Cray. Apparemment, il a pris le train à la gare de Ledbury. Pas d'adresse de réexpédition. » Miss Marple posa sa tasse. Et pourtant, elle a laissé derrière elle son lien avec un homme assassiné, publiquement et avec beaucoup de théâtralité. J'imagine qu'elle refera surface une fois la poussière retombée. C'est toujours le cas avec ce genre de personnes. Les gens aiment ça. Oh oui, répondit Miss Marple d'un ton léger, le genre de personne qui s'infiltre dans les testaments. Elle sous-estime toujours la monotonie de la mémoire villageoise. Cray se frotta le menton. Tu crois qu'elle l'a peut-être empoisonné? Je pense qu'elle avait peut-être une raison de le faire. Mais je pense aussi qu'elle n'avait peut-être pas besoin de le faire elle-même.
Certaines personnes sont très douées pour suggérer ce genre de choses sans lever le petit doigt. Tandis que l'inspecteur prenait congé, Miss Marple se rassit, la clé posée sur ses genoux. Elle évoquait quelque chose de personnel, quelque chose de caché, destiné à être trouvé uniquement par la bonne personne. Elle se demanda si Félix avait voulu que quelqu'un le découvre après sa mort, ou s'il voulait l'en empêcher. Cet après-midi-là, elle décida de marcher. La pluie s'était transformée en fine brume, et le chemin menant au vieux presbytère était silencieux, à l'exception du léger bruissement des feuilles mouillées et du croassement occasionnel d'un corbeau. Elle frappa à la porte du presbytère et fut accueillie de nouveau par Inez Carswell, pâle comme toujours et aux lèvres pincées. « Mademoiselle Marple, dit-elle avec une tension visible. Vous êtes de retour. Si vous me le permettez, dit doucement Miss Marple, j'aimerais poser quelques questions. Je comprends que ce soit difficile, mais il vaut mieux clarifier ces choses au plus vite. » Inez hésita, puis ouvrit grand la porte. Très bien. Ils étaient assis dans le salon, une pièce qui avait connu des jours meilleurs. Le papier peint commençait à se décoller près de la plinthe, et le feu n'avait pas été allumé malgré le froid. « Félix avait-il un bureau ici » demanda Miss Marple au bout d'un moment. « Oui, à l'étage, dans le bureau. » La voix d'Inez était sèche. « Il a verrouillé, pourtant. Je n'ai pas réussi à y accéder. Ça vous dérange si je regarde? Je crois que j'ai la clé. » Inez la regarda, surprise. « Toi? Comment as-tu » Miss Marple se contenta d'un sourire doux. Un petit oiseau. Ou peut-être un très vieux manteau. D'un regard soupçonneux, Inez la conduisit dans l'étroit escalier. Le bureau, au bout du couloir, était exigu mais bien rangé. Un bureau était posé sous la fenêtre, et Miss Marple s'en approcha avec un profond respect. Elle inséra la clé en laiton et, avec un léger clic, la serrure tourna. Dans le tiroir du haut se trouvait une pile de papier, de vieilles lettres, quelques documents juridiques, au fond, une petite photographie. Miss Marple la sortit et l'examina. Elle représentait un jeune homme et une jeune femme, debout sur les marches d'une pension de famille en bord de mer. L'homme était indéniablement Félix, bien que plus jeune et souriant. La femme avait les cheveux noirs et des yeux trop grands pour son visage étroit. Elle retourna la photo. Au crayon délavé, quelqu'un avait écrit « E et F Weston Supermare 1937 ». Inez s'était rapprochée, les sourcils froncés. « C'est Evelyne, je suppose. »« Peut-être, » murmura Miss Marple. « Ou peut-être pas. 1937. Ça fait quoi, presque 20 ans ?» La voix d'Inez était sèche. « Je ne vois pas le rapport avec maintenant. » Miss Marple rangea la photo dans le tiroir. « Tout, Miss Carswell. Parce que quelqu'un voulait la mort de Félix, non seulement pour ce qu'il possédait, mais aussi pour ce dont il se souvenait. Et plus on enterre le passé, plus il trouve le moyen de ressurgir. » Elle partit peu après, revenant d'un pas léger qui dissimulait le poids du mystère qui se dévoilait encore. Dans son esprit, les pièces du puzzle prenaient forme. Evelyne Marsh, ou qui qu'elle fût, n'était pas une nouvelle venue dans la vie de Félix. Elle était l'ombre d'un chapitre bien plus ancien. Peut-être une histoire d'amour, ou quelque chose de plus sombre. Et il restait une question pressante. Si le manteau avait appartenu à feu l'oncle Charles et était resté intact pendant des années, alors comment le poison avait-il pu pénétrer dans l'organisme de Félix cet après-midi-là? La réponse, soupçonnait-elle, ne résidait pas du tout dans le manteau, mais dans ce qu'il avait fait en le portant. Avait-il mangé quelque chose que la mauvaise personne lui avait donné? Ou avait-on placé le poison à un endroit qu'il ne soupçonnerait jamais, mais qui finirait directement dans ses mains? Elle aurait besoin de reparler au jeune agent. Peut-être avait-il vu quelque chose. Et à Effie? Oui, la douce et nerveuse Effie, qui avait été témoin de plus de choses qu'elle ne comprenait. Il était temps pour une nouvelle visite. Car, d'après l'expérience de Miss Marple, le poison agit rarement seul. Il nécessite une intention, une planification et la coopération d'une personne proche, une personne de confiance, une personne négligée. Quelqu'un qui regrette peut-être déjà ce qu'il a fait. Le lendemain matin, tandis que les nuages persistaient comme un souffle sur un miroir froid, Miss Marple repartit, cette fois non pas vers le presbytère ou le presbytère, mais vers la ruelle pavée qui longeait Millers Row, où la famille Gladstone habitait une maison jumelée bien tenue, ornée de géraniums pressés contre les fenêtres. Le jardin était envahi par la végétation, mais les marches du porche étaient impeccablement nettoyées, signe, pensa Miss Marple, de quelqu'un qui s'efforçait de paraître normal alors que l'intérieur ne l'était pas. Effie Gladstone ouvrit elle-même la porte,
son expression mêlant étrangement appréhension et soulagement. Elle semblait attendre cette visite avec impatience, même si elle ne se l'était pas avouée. « Mademoiselle Marple, dit-elle d'une voix douce. Voulez-vous entrer? » « Juste un instant, répondit doucement Miss Marple. Si ta mère n'est pas à la maison. Elle est au travail, à la boutique de vêtements. Je suis seul. » Le salon était petit et morne, le genre d'endroit où chaque coussin avait été soigneusement regonflé et pourtant paraissait fatigué. Une bouilloire fumait doucement sur la plaque de cuisson dans un coin. « Je vais préparer du thé, » proposa Effie, presque par réflexe, et Miss Marple hocha la tête en regardant les mains de la jeune fille manipuler les tasses. C'étaient des mains pâles, douces, habituées à peu près à autre chose qu'à taper ou à manipuler du tissu, pas des mains habituées aux bêtises. Mais elle tremblait légèrement lorsqu'elle versa. « Je suis venue parce que j'avais une autre idée en tête, » dit Miss Marple en s'installant dans un fauteuil. « À propos de ce jour de fête. Vous étiez tout près de M. Carswell quand il est tombé, n'est-ce pas? » Effie hocha la tête. « J'étais au stand de gâteaux. Je l'ai vu passer. Il n'avait pas l'air bien. Tu as mentionné qu'il avait dit quelque chose d'étrange. À propos du manteau qui lui allait maintenant. Tu te souviens de sa voix quand il a dit ça? » Effie hésita. Il avait l'air fatigué. Pas vraiment triste, mais comme s'il était prêt à faire quelque chose. Comme s'il savait. Miss Marple se redessina. C'est lourd, n'est-ce pas, de garder le secret de quelqu'un? Les yeux des filles se posèrent sur les siens, écarquillés, surpris. Je ne veux pas accuser, poursuivit doucement Miss Marple. Juste observer. Parce que ça me paraît étrange qu'il porte ce manteau. Ce manteau qui, j'ai appris depuis, n'avait pas été porté depuis des années. Et pourtant, il le portait ce jour-là et avait remarqué qu'il lui allait. Quelqu'un a dû le lui rappeler, ou le placer quelque part où il le retrouverait. Effie ne dit rien, mais ses mains agrippèrent le bord de sa tasse. Voyez-vous, poursuivit Miss Marple, je pense que ce manteau n'a pas été choisi par hasard. Je pense qu'il signifiait quelque chose. Et je pense que quelqu'un voulait que Félix soit vu le porter, peut-être comme un signal, ou peut-être pour régler un vieux compte. Mais ce qui me laisse le plus perplexe, c'est la clé dans sa poche. La clé? Murmura Effie. Oui, tu ne connais rien à une petite clé en laiton, le genre qui pourrait ouvrir un tiroir ou une boîte à souvenirs. Les lèvres d'Effie s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Ses épaules s'affaissèrent. Je ne voulais pas mentir, dit-elle enfin d'une voix à peine audible. Mais Evelyne, Mademoiselle March, m'a dit que ce n'était qu'un jeu, qu'il aimait les puzzles, qu'il avait préparé quelque chose et voulait que je l'aide à le retrouver. Elle m'a donné la clé et m'a dit de la glisser dans la poche de mon manteau quand personne ne regarderait. Elle a dit que ça le ferait sourire, que ça faisait partie de quelque chose qu'ils avaient planifié. Et tu l'as fait? Je ne pensais pas que c'était mal. Elle était si gentille. Elle m'a fait sentir intelligente, comme si je l'aidais à préparer une surprise secrète. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais ensuite, il est mort. Et j'ai réalisé, elle ne m'a jamais dit à quoi ça servait. Juste qu'il devait le trouver lui-même. Miss Marple se pencha en avant et prit la main de la jeune fille dans la sienne. Ce n'était pas ta faute, ma chère. Si Evelyne March s'est servie de toi, c'est parce que tu es jeune et confiante. Ce n'est pas un crime, mais cela signifie que nous devons être très prudents maintenant. Effie renifla en se frottant les joues. Tu crois qu'elle l'a tué? Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Je pense qu'elle a organisé sa mort. Que ce soit de sa main ou de celle de quelqu'un d'autre, je ne peux pas encore le dire. Mais ce qui est clair, c'est que le passé qu'elle partageait avec Félix Carswell n'était pas seulement romantique. Il était complexe et dangereux. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Cray a convoqué Miss Marple au poste, où il l'a rencontrée dans son bureau avec un dossier en papier craft ouvert sur son bureau. « Tu avais raison, dit-il sans préambule. On a fait des recherches sur Evelyne March. Il s'avère qu'elle n'est pas Evelyne March du tout. Son vrai nom est Evelyn Grieve. Son nom de femme mariée date d'il y a 20 ans. Elle s'appelait autrefois Evelyn Carswell. » L'expression de Miss Marple ne changea pas. La femme de Félix. Ex-femme. Discreetman annually. Scandale familial, d'après ce que j'ai compris. Mais voici ce qui a retenu mon attention. On pensait qu'elle était morte dans un incendie en 1940. Archives classées, nécrologie publiée. Mais aucun corps n'a été retrouvé. Juste une supposition. On découvre maintenant qu'elle est bien vivante et très proche de l'homme qu'il a un jour effacé de sa vie. Miss Marple hocha lentement la tête.
Et voilà qu'elle a de nouveau disparu, juste après sa mort. Elle a attendu toutes ces années pour revenir, et elle l'a fait à temps pour hériter de tout. Cray se renversa en arrière, exaspéré. Mais je ne comprends toujours pas comment elle a fait. Il n'y a aucune preuve. Le poison n'était pas dans les gâteaux, ni dans la limonade. Pas de seringue, pas de piqûre. Il a été ingéré, mais elle ne lui a rien donné. Miss Marple resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur le bord du bureau. « Et si ?» dit-elle lentement, « le poison n'était pas du tout dans la nourriture ou la boisson. » Cray fronça les sourcils. « Basigriega » la croûte de sucre sur ses lèvres. Tout est souviens. La part de gâteau Batambert tombait près du corps. Ce gâteau venait de la fête, mais il ne l'a pas pris. Quelqu'un le lui a donné. Peut-être quelqu'un qui ignorait qu'il était empoisonné. Ou peut-être quelqu'un qui le savait, mais qui ne comprenait pas comment. Cray fronça les sourcils. Tu crois qu'on lui a donné une part, spécialement préparée? Je pense, dit Miss Marple, qu'Evelyn, ou quel que soit le nom qu'elle utilise maintenant, a joué à un jeu risqué. Elle a donné le manteau à Iné. Elle a donné la clé à Effie. Elle a donné le poison indirectement à Félix, et s'est assurée que quelqu'un d'autre tiendrait l'assiette quand cela arriverait. Un enchevêtrement de demi-vérités et de fausses pistes. Cray passa une main dans ses cheveux. Alors, qui lui a tendu le gâteau? Le sourire de Miss Marple était triste. Et ça con Inès. Et je soupçonne qu'elle l'ignorait. Elle croyait accomplir une ultime réconciliation. Peut-être Evelyn lui avait-elle dit que Félix était déjà mourant, et que c'était un geste d'adieu. Et Iné, fidèle cousine, a obéi. Cray se leva. Alors il faut retrouver Evelyn Grieve. Vite. Elle est intelligente, prévint Miss Marple. Mais les gens comme elle laissent toujours des traces. Surtout quand ils pensent avoir gagné. Commençons par la pension de famille de Weston-super-Mare. C'est là que la photo a été prise. Je crois qu'elle est retournée là où tout a commencé. Alors que l'inspecteur s'empressait d'émettre un télégramme, Miss Marple se tourna vers la fenêtre, regardant les nuages commencer enfin à se lever. Le mystère n'était pas encore résolu. Mais le motif était apparu. Un souvenir empoisonné, enveloppé d'affection, servi froid sous le soleil d'été. Et un manteau, autrefois oublié, refait à sa taille, juste assez long pour transporter un homme dans son passé et l'Y enterré. Miss Marple attendrait. Comme toujours. Et quand Evelyn reviendrait, comme toujours, elle serait prête. Le crépuscule approchait lorsqu'on apprit qu'une femme correspondant à la description d'Evelyn Marsh grande, cheveux noirs légèrement grisonnants et vêtue d'un discret manteau bleu marine, s'était installée dans une maison d'hôte en bord de mer à Weston-super-Mare sous le nom de Madame Garnett. Arrivée 2 jours après la fête, elle avait payé en espèces et était restée la plupart du temps dans sa chambre, refusant le petit déjeuner et demandant à ne pas être dérangée. L'inspecteur Cray partit pour Weston ce soir-là, accompagné de 2 hommes en civil et d'un mandat. Miss Marple, bien qu'invitée à rester, en choisit autrement. Après tout, c'était elle qui avait suivi le fil du manteau à la clé, et de la clé à la photographie. Ce n'était pas de la vanité, du moins pas entièrement, mais plutôt la conviction profonde que certaines questions ne seraient pas posées par des policiers, mais seulement par quelqu'un qui comprenait comment la culpabilité fermente dans la conscience humaine. Elle voyageait légère, avec seulement un sac à main et un châle plié, et s'assit dans le wagon tandis que le crépuscule filtrait par les fenêtres comme une brume sur un lac. Ses pensées ne s'emballaient pas, ce qui était rare. Au contraire, elles avançaient avec une grâce prudente, repensant à chaque instant de la fête. Félix dans son manteau emprunté, son regard fixé sur le sycomore, la phrase énigmatique qu'il avait murmurée à Effie. « Ça me va maintenant. » Weston-super-Mare avait le charme solennel et délavé d'une vieille carte postale laissée trop longtemps au soleil. Les lumières de sa promenade vacillaient sous la brume marine, et le vent exhalait une légère odeur de sel et de peinture écaillée. La maison d'hôte, Bayview House, était une structure carrée et vieillissante, avec ses ferronneries rouillées et ses rideaux de dentelle qui ne bougeaient jamais. Evelyn était toujours là. Miss Marple arriva juste après que Cray et ses hommes eurent sonné. Elle attendit près du petit jardin bordé de haies qu'on les conduise à l'intérieur, choisissant de ne pas entrer immédiatement. Elle ne souhaitait pas perturber l'arrestation, si tant est qu'elle en arrive là. Au lieu de cela, elle fit lentement le tour de la maison, s'arrêtant près d'une fenêtre où une faible lumière filtrait à travers le rideau transparent. Des voix murmurèrent. Puis une voix plus forte, Cray, probablement ferme, mais pas dure. Des pas. Le grincement d'un escalier.
Puis le silence retomba. Finalement, Cray émergea, l'air sombre mais pensif. Elle ne s'est pas enfuie, dit-il. Elle n'a pas semblé surprise non plus. Elle a prétendu n'avoir rien à cacher. A-t-elle avoué qui elle était? Pas directement. Mais quand on lui a exposé les faits, elle s'est pliée en deux. Son vrai nom est Evelyn Grieve Carswell. Oui. Elle a prétendu que l'incendie qui l'avait tuée était un malentendu. Ses parents ont laissé croire qu'elle était morte pour éviter l'embarras après sa disparition avec un autre homme. Un scandale amoureux? Alors? Dit Miss Marple. Cray hocha brièvement la tête. Quelque chose comme ça. Elle prétendait que Félix savait qu'elle était en vie, qu'ils s'étaient réconciliés, qu'il l'avait invitée à Saint-Aldelme pour modifier son testament avant qu'il ne soit trop tard. Miss Marple haussa un sourcil. Trop tard? S'attendait-il à mourir? D'après elle, on lui avait diagnostiqué une maladie cardiaque. Mais l'autopsie n'a rien révélé de tel. Miss Marple prit une longue inspiration, comme pour démêler le vrai du faux. Elle essaie alors de faire passer ça pour un coup du sort. Mais le cyanure n'a rien de fatal. Il faut de la planification. Elle nie tout savoir sur le poison, ajouta Cray. Elle a dit être partie 2 jours avant la fête parce qu'elle ne supportait pas de voir Iné. Elle a prétendu qu'elle ne voulait que la paix et récupérer l'argent qui lui revenait grâce au testament. Elle ment, dit Miss Marple doucement. Mais pas entièrement. Elle a été invitée, je crois. Et Félix avait peut-être l'intention de changer quelque chose dans sa vie. Mais il ne l'a pas invitée par affection. Ça sonne faux. Tu penses qu'il avait peur d'elle? Ou de quelque chose qu'elle savait? Quelque chose qu'il a fait, peut-être il y a longtemps. Cray lui lança un regard en coin. Et la clé? Elle prétend ne pas la connaître. Bien sûr que non. Mais elle l'a donnée à Effie. De manière détournée. Avec des instructions qu'elle a présentées comme ludiques. Elle voulait que Félix le découvre, ou peut-être qu'il reconnaisse son retour. Tu penses que c'est lié au passé? Miss Marple hocha la tête. Oui. Et je pense que Félix croyait, à tort ou à raison, que le passé était révolu. De retour à Saint-Aldelme le lendemain matin, Mademoiselle Marple demanda une nouvelle visite au vieux presbytère. Cette fois, elle vint seule, et Iné Carswell lui ouvrit avec une méfiance inflexible. « Encore toi, dit-elle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? »« C'est out, Mademoiselle Carswell. C'est tout. Je vous promets de ne pas vous déranger longtemps. » Iné la laissa entrer et la conduisit dans le même salon, avec ses chaises aux dossiers rigides et ses tissus aux odeurs de mythe. Miss Marple s'assit sans attendre qu'on l'invite. « Je crois que Félix savait qu'il allait mourir, » commença-t-elle. Non pas à cause de la maladie, mais parce qu'une personne de son passé était revenue dans sa vie. Et il avait fait quelque chose, des années auparavant, qui l'avait rendu vulnérable. Iné ne dit rien, mais ses doigts tremblèrent légèrement sur ses genoux. « Dites-moi, a-t-il déjà parlé de Weston-super-Mare? » Un silence. Puis, plus depuis des années. Il fut un temps où il ne supportait plus ce bruit. Mais il a gardé la photo. Je ne savais pas qu'il l'avait encore. Tu te souviens d'Evelyn? La bouche d'Iné se tordit. Bien sûr. C'était une tempête. Arrivée subitement. Repartie encore plus vite. Il ne l'a jamais oubliée, mais il l'a détestée pour ça. Pour avoir fui. Pour l'avoir obligé à choisir le nom de famille plutôt que son scandale. Miss Marple pencha la tête. Vous semblez compatissant. Je l'étais. Autrefois. Mais plus maintenant. Elle est revenue. Elle a tout gâché. Est-ce qu'elle t'a demandé de donner quelque chose à Félix? Inès hésita. Une part de gâteau? Demanda Miss Marple. Un petit quelque chose pour apaiser les tensions. Les mains d'Iné agrippèrent les accoudoirs du fauteuil. Elle a dit que ce serait une gentillesse. Qu'il comprendrait. Que ça faisait partie de quelque chose qu'ils avaient planifié. Je pensais, sa voix se brisa. Je pensais que c'était du pardon. Mais c'était du poison. Le visage d'Iné devint vide. Non, murmura-t-elle. Non, c'est impossible. Elle s'est servie de vous, dit doucement Miss Marple. Elle s'est servie de tout le monde. Elle a fait de vous son instrument pour qu'aucun soupçon ne pèse sur elle. C'est ce que fait Evelyn Grieve, Miss Carswell. Elle fait porter la culpabilité à quelqu'un d'autre. Iné détourna le regard. Il voulait porter ce manteau. Il a dit qu'il aurait dû le porter il y a des années. Il a dit qu'il était temps de payer une dette. Je pensais qu'il parlait d'émotion. Ah! Miss Marple s'y leva. Ce manteau appartenait à l'oncle Charles, n'est-ce pas? Celui qui est mort subitement il y a des années. Celui que personne n'a remis en question. Iné la regarda d'un air sévère.
Il s'est effondré une nuit. On pensait tous. Mais Félix le savait. Je crois qu'il l'avait empoisonné. Pour l'héritage. Pour l'indépendance. Ou peut-être parce qu'Evelyne le lui avait demandé. Et maintenant, des années plus tard, Evelyne est revenue avec le manteau et le souvenir. Et lui a dit qu'il lui allait maintenant. Parce que c'était son tour. Il n'est paru stupéfaite. Tu crois qu'elle lui a fait porter ce manteau en guise de pénitence? Pour lui rappeler, dit Miss Marple. Et lorsqu'il obéit, elle sut qu'elle avait encore de l'emprise sur lui. Suffisamment pour le forcer à accepter tout ce qu'elle lui offrait. Même la mort. Miss Marple s'exprima en silence, les pensées lourdes mais claires. Evelyne n'avait pas eu besoin d'appuyer sur la gâchette. Elle avait simplement mis en place les pièces du puzzle, un vieil amour, un vieux crime, un symbole et un village trop poli pour le voir avant d'avoir accompli son œuvre. La justice, quand elle viendrait, serait silencieuse. Mais Miss Marple connaissait désormais la vérité. Et c'était, à Saint-Aldelme, la chose la plus dangereuse de toutes. L'inspecteur Cray revint à Saint-Aldelme 2 jours plus tard, semblant avoir vieilli d'1 an en si peu de temps. La presse, heureusement, n'avait pas encore eu vent des détails, seulement un vague murmure évoquant une mort tragique lors d'une fête de village que les journaux se contentèrent de traiter comme une curiosité plutôt que comme un scandale. Portland. Mais Cray ne pensait pas aux gros titres. Il se rendit directement au cottage de Miss Marple, ôtant son chapeau en entrant. Elle a tout avoué, dit-il sans vraiment la regarder dans les yeux. À sa manière. Pas l'acte, mais le dessin. Miss Marple versa le thé sans demander son avis. Donc, ce n'était pas du poison dans sa main, mais dans son intention. Exactement, dit-il en acceptant la coupe. Evelyne Grieve, Evelyne Carswell, prétend que Félix prévoyait déjà de mettre fin à ses jours. Qu'elle a simplement créé le décor. Ce sont ses mots, pas les miens. Miss Marple versa un morceau de sucre dans sa tasse. Elle plaça le manteau bien en vue, s'assura que la clé se glissait dans sa poche, tendit le gâteau à Iné. Elle arrangea tout ça comme une pièce de théâtre, connaissant le dénouement. Elle dit que c'était justice. Pas vengeance. Cray semblait fatigué. Elle a dit qu'il lui avait pris quelque chose autrefois. Un avenir. Un homme. Un oncle, même. Qu'en enfilant ce manteau, il l'avait accepté. Comme s'il voulait partir. Peut-être, dit Miss Marple d'une voix douce. Mais pas comme ça. Pas comme un pion dans son petit conte moral. Ceux qui jouent avec la culpabilité des autres ne s'intéressent jamais à la rédemption. Seulement au châtiment. Cray secoua la tête. Aucune loi ne couvre vraiment ce genre de choses. On peut l'accuser de complot, peut-être coercition, obstruction. Mais c'est comme vouloir emprisonner quelqu'un pour avoir tendu un piège émotionnel. Le poison est inoffensif, aucun résidu, rien de traçable. On ne prouvera peut-être jamais qui l'a préparé. Elle a fait, répondit Miss Marple sans hésiter. Mais elle a fait à travers d'autres. Effie avec la clé. Iné avec le gâteau. Félix lui-même avec le manteau et la culpabilité qu'il enfouissait en dessous. Elle les a cousus ensemble comme des morceaux de son ancienne vie, les a fait marcher et parler à nouveau. Cray hocha la tête d'un air sombre. Les jeunes officiers la traitent d'araignée. Froide, immobile, et parfaitement satisfaite d'attendre. Et comme toute véritable araignée, dit Miss Marple, elle ne tue pas tant que la toile n'est pas tendue. Cray termina son thé et se leva. Je l'ai laissée en détention à Marquette Ledbury pour le moment. Elle ne se présentera plus. Trop fière. Trop sûre d'avoir fait quelque chose de noble. Elle se croit vertueuse. Acquiesce comme Miss Marple. C'est le genre de comportement le plus dangereux. Après son départ, Miss Marple resta assise un long moment sans tricoter, le feu s'éteignant tandis que le crépuscule caressait le village de ses longs doigts d'ambre. Elle savait que le pire était désormais derrière eux, mais les répliques prendraient du temps. La mort n'était jamais agréable, surtout lorsqu'elle se présentait sous le couvert de la justice. Et il restait encore des morceaux à réparer. Le lendemain matin, elle rendit visite à Effie Gladstone. La jeune fille ouvrit la porte avec les yeux rouges, mais se tint plus droite qu'avant, comme si le fardeau du secret était devenu un poids qu'elle avait appris à porter plutôt qu'à éviter. « Je suppose que tu sais tout maintenant, » dit-elle. « Je pense que oui, » répondit Miss Marple avec gentillesse mais fermeté. « Et je pense que vous avez été manipulé par une femme très intelligente qui a compris que l'innocence obéit souvent à la gentillesse. » Effie baissa les yeux. « Je voulais aider. » Elle donnait l'impression que je pouvais être importante, que je participais à quelque chose de significatif.
Tu as participé à quelque chose de terrible, dit doucement Miss Marple, mais pas de ton plein gré. Et tu as dit la vérité quand il le fallait. C'est le plus important. La voix des filles était rauque. Vont-ils m'arrêter? Non, dit Miss Marple en tendant la main et en lissant une mèche de cheveux du front de la jeune fille, comme on le ferait pour un enfant. Mais ils vous interrogeront à nouveau, et vous devrez répondre clairement. L'inspecteur sait faire la différence entre un pion et un joueur. Effie hocha la tête et se mordit la lèvre. Pensez-vous Monsieur Carswell, savait qu'il allait mourir? Miss Marple prit un moment avant de répondre. Je pense qu'il savait que quelque chose allait finir. Imaginait-il que ce serait sa vie ou simplement son passé qui le rattraperait enfin? Eh bien, c'est plus difficile à dire. Mais il a mis le manteau. Oui, il l'a fait. Plus tard dans la journée, Mademoiselle Marple se rendit au cimetière. La tombe venait d'être creusée, la pierre tombale n'était pas encore posée. Juste une plaque en bois pour l'instant. Félix Carswell. 1910–1955. Requiescat in pace. Elle se tenait en silence à côté du monticule, les mains gantées jointes devant elle. Il portait le manteau, dit-elle doucement, comme pour elle-même. Mais c'est elle qui a choisi les boutons. Derrière elle, un pas crissait sur le gravier. Inez Carswell, vêtue d'un manteau noir trop ample pour sa silhouette étroite, s'approcha lentement. « Je ne l'ai pas empoisonné, a-t-elle dit. « Non, répondit Miss Marple sans se retourner. « Mais tu lui as donné le gâteau. Tu devras t'en accommoder. » Inez resta un moment à ses côtés. « Je crois qu'il voulait que je le fasse. Il m'a regardé droit dans les yeux quand je lui ai tendu la main, comme s'il me pardonnait avant même de la prendre. »« Il ne te pardonnait pas, dit Miss Marple. Il s'est libéré. De tout. Du manteau, du passé, de la culpabilité. C'était peut-être le dernier cadeau d'Evelyne, si on peut dire. » Inez hocha la tête, mais son visage était indéchiffrable. « Je l'aimais, tu sais. Pas à ce point-là. Mais je l'aimais. »« Oui, répondit doucement Miss Marple. Je sais. » Tandis que la cloche de l'église sonnait l'heure, ils restèrent silencieux. Au loin, le village reprenait peu à peu ses activités. Des enfants couraient pieds nus dans les flaques d'eau. Une charrette remontait bruyamment le chemin. Et aux fenêtres du salon de Saint-Aldelme, les rideaux de dentelle flottaient, à nouveau au vent. La tempête était passée, mais elle avait laissé des traces. Miss Marple rentra chez elle tandis que le ciel commençait à se colorer d'une teinte dorée de fin d'après-midi. Elle rangea soigneusement ses gants dans le tiroir et se dirigea vers son secrétaire. Là, dans un coin, se trouvait une lettre qu'elle n'avait pas encore envoyée à son neveu Raymond. Elle la prit, y ajouta quelques lignes de sa main soignée, puis la cacheta. La fête fut plutôt mouvementée cette année. Un homme est mort, comme c'est parfois le cas. Mais comme toujours, la véritable cause n'était pas celle qu'elle semblait être. La nature humaine, cher Raymond, est une chose bien curieuse. Et elle laisse des traces, comme des empreintes digitales sur une tasse de thé. Il suffit de savoir regarder. Et là-dessus, elle retourna à sa chaise près du foyer, souleva son tricot et recommença là où elle s'était arrêtée. Ce soir-là, le tricot de Miss Marple progressait lentement. Ses aiguilles avançaient avec précision, mais le motif ne requérait plus toute son attention. Son esprit ne s'attardait plus sur les mailles et les envers, mais sur les lignes inachevées de motifs et d'émotions qui flottaient encore dans l'air de Saint-Aldelme comme des volutes de fumée de cheminée. La mort de Félix Carswell avait désormais une forme. L'ombre d'Evelyne planait sur elle, certes, mais il subsistait quelque chose d'incohérent, quelque chose qui tiraillait l'esprit ordonné de Miss Marple. Ce n'était pas la culpabilité d'Evelyne, elle en était certaine. C'était quelque chose de plus subtil. Non pas une pièce manquante, mais une pièce qui n'avait jamais vraiment eu sa place. Et cela lui vint, doucement et sans fioriture, comme le font la plupart des vérités, Inès. Inès n'était pas un réceptacle passif aux manipulations d'Evelyne, ni une simple cousine loyale aux affections tacites. Mais Inès était quelqu'un qui attendait. Ce soir-là, Miss Marple se prépara un léger dîner, un œuf légèrement brouillé et des toasts à la confiture de fraises, et relut ses notes. Elle ne tenait pas de journal de bord officiel, mais plutôt une série d'observations à moitié écrites, pliées dans les pages de vieux livres de jardinage et de brochures de recettes. Une de ces notes, glissée entre les conseils sur la taille des groseilliers, notait une remarque d'Inès quelques jours plus tôt. Il a dit qu'il aurait dû le porter il y a des années. Que voulait dire un homme par là, sinon qu'il avait évité quelque chose? Peut-être pas la culpabilité, mais le chagrin. Ou peut-être quelque chose de plus sombre encore.
Elle ferma le livre, ses doigts reposant légèrement sur le papier. Le lendemain matin, elle se rendit une fois de plus au vieux presbytère. Elle ne téléphona pas à l'avance. Les avertissements, avait-elle appris depuis longtemps, étaient rarement utiles pour trouver la vérité. Iné répondit, les yeux ridés par la fatigue mais les cheveux soigneusement coiffés, comme si elle était déterminée à paraître inchangée. « Encore toi, dit-elle, moins méchamment qu'avant. Encore une question, mademoiselle Carswell. Ensuite, je vous laisse tranquille. » Iné hésita, puis lui fit signe d'entrer avec un mouvement qui était devenu automatique après ses derniers jours d'examen. Ils s'assirent de nouveau dans le salon. Pas de thé cette fois. Aucune politesse. Juste un silence, fragile et résonnant. « Iné, dit doucement Miss Marple, que voulais-tu dire quand tu m'as dit que Félix avait dit qu'il aurait dû porter le manteau il y a des années ?» Les mains d'Iné se contractèrent sur ses genoux. Ce n'était qu'une phrase. Il parlait souvent par énigme. Il ne parlait pas du manteau, n'est-ce pas, dit doucement Miss Marple. Pas du tissu lui-même. Il parlait d'un fardeau, d'un rôle, peut-être même d'une punition. Iné baissa les yeux. C'est fini maintenant, n'est-ce pas? Evelyne est en détention, dit mademoiselle Marple. Mais ça ne change rien. Pas si quelqu'un d'autre l'a aidé plus sciemment qu'il ne l'a admis. Il y eut un long silence. Puis Iné prit la parole, d'une voix rauque et sèche. Il a menti à propos de l'oncle Charles. Je m'en doutais. Il disait toujours que le vieil homme était mort dans son sommeil. Mais j'ai trouvé le flacon un jour. Un flacon de médicaments. Chez l'apothicaire. Et l'étiquette avait été décollée. Je ne comprenais pas à l'époque. J'étais jeune. Mais des années plus tard, j'ai trouvé un vieux registre d'ordonnances en vidant la cave. Charles n'avait jamais reçu d'ordonnance de chloral. Mais Félix en avait commandé sous son nom. Je l'ai confronté. Il a ri. Les lèvres de Miss Marple se pincèrent. Et Evelyne. Elle le savait. C'était à cause d'elle, je crois. Charles avait refusé leur mariage. Il avait menacé de le déshériter. Et la semaine suivante, il était mort. Félix jurait que ce n'était pas un meurtre. Il disait que c'était juste assez pour l'endormir. Que c'était le cœur de Charles qui avait lâché. Mais je le savais. Il l'avait laissé mourir. Il s'en était assuré. Alors, quand Evelyne est revenue, murmura Miss Marple, vous pensiez que c'était un règlement de compte. Et pensais. Inès de Glodit. Je pensais que c'était un moyen d'équilibrer les choses. Je ne l'ai pas empoisonné. Mais quand elle m'a demandé de lui donner le gâteau, je n'ai pas remis ça en question. Elle a dit que ça apaiserait les choses. Je voulais y croire. Que ça finirait par disparaître. Le silence. La vieille peur. Miss Marple s'est livrée. Je vous crois. Et je crois que vous avez vécu des années avec quelque chose que personne ne devrait porter. Mais vous devez comprendre qu'Evelyne n'avait pas le droit de punir. Ni le vôtre de le permettre. Les larmes emplirent les yeux d'Iné, mais ne coulèrent pas. Je ne savais pas comment m'en libérer autrement. Miss Marple posa une main légère sur son épaule. Vous parlez comme si la liberté résidait dans le silence. Mais la vérité est plus tenace que la culpabilité, Miss Carswell. Elle survivra à l'une comme à l'autre. Lorsque Miss Marple quitta le presbytère, le vent s'était levé. Les fins claquaient dans le chemin, et l'odeur de la pluie s'envolait. Elle marchait lentement, laissant les faits s'installer. Evelyne avait conçu la scène. Oui, mais Iné avait planté le décor. Et Félix? Il s'y était lancé peut-être en connaissance de cause, peut-être pas, mais certainement pas seul. Au poste, l'inspecteur Creel écouta sans l'interrompre raconter sa conversation. Il resta cease un long moment. Pus esse massa les tempis. Seigneur, aidez-moi, murmura-t-il, nous avons plus de fantômes que de suspects. C'est souvent la même chose, dit Miss Marple. Seuls les vivants prétendent le contraire. Il la regarda alors, las mais reconnaissant. Que feriez-vous maintenant, Miss Marple? Parlez au vicaire, dit-elle. Faites en sorte qu'Iné fasse une déclaration discrète. Pas d'accusation formelle. Sauf si vous y êtes obligé. Mais une vérité, dite à voix haute. Dans une église, peut-être. Devant Dieu, voire devant la loi. Creel hésita, puis hocha lentement la tête. Je peux vivre avec ça. Et elle le pourrait aussi, dit doucement Miss Marple. Ce dimanche-là, l'assemblée de Saint-Aldelme était inhabituellement silencieuse. Les bancs étaient pleins, mais le bruissement et les raclements de gorge habituels avaient laissé place à une curieuse attente. Iné Carswell, vêtue de gris, était assise au premier rang. Lorsque le pasteur marqua une pause après sa lecture et l'invita à s'approcher,
Une vague de tension se fit entendre, aussi brève et glaciale qu'un courant d'air. Elle se leva, la voix tremblante mais claire, et dit « Je ne suis pas responsable de la mort de Félix. Mais je ne l'ai pas empêché. J'ai laissé le passé parler, alors que j'aurais dû y répondre. Pour cela, je demande pardon. » Et puis elle s'assit à nouveau, et le silence la retint comme un voile. Miss Marple n'applaudissait pas, n'acquiesçait pas et ne jugeait pas. Elle joignait simplement les mains et fermait les yeux, pensant non pas au péché, mais aux conséquences. Et à la façon dont, dans un village comme celui-ci, les crimes les plus graves naissaient souvent de racines que personne ne voulait déterrer. Après la cérémonie, les gens s'attardèrent, parlant à voix basse. Mais personne n'accusa. Personne ne condamna. Le village avait entendu ce dont il avait besoin. Le reste se déposerait, comme le limon d'un étang, sans être dérangé jusqu'à la prochaine chute de pierre. Miss Marple rentra seule chez elle, sous une fine bruine. La vérité, elle le savait, ne menait pas toujours à la justice au sens strict du terme. Mais elle apportait avec elle une clarté tranquille. Un calme profond, comme le calme qui suit la dernière note d'une chanson depuis longtemps oubliée. Et dans ce silence, elle pouvait à nouveau commencer son tricot. Ce soir-là, la pluie s'abattit avec force, claquant doucement contre les carreaux de plomb du salon de Miss Marple, tel un messager patient mais insistant. Le feu brûlait doucement, plongeant la pièce dans un silence doré. Bien que le chapitre officiel de l'enquête touchât à sa fin, Miss Marple demeurait alerte. Les acteurs principaux avaient terminé leur partie, le public avait commencé à se disperser, et pourtant elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que le rideau final n'était pas encore tombé. Restait une question, et non des moindres, le poison. L'inspecteur avait qualifié le résultat de « blanc », rien de traçable, aucune source directe. Mais Miss Marple, qui avait passé sa vie à observer non seulement les criminels, mais aussi les chimistes, les curés, les herboristes et les apothicaires de village, savait qu'il n'en était rien. Le poison ne surgissait jamais de nulle part. Il passait par les mains, même brièvement, et ses mains tremblaient souvent après l'acte. Le lendemain matin, elle se rendit à pied à Market Ledbury sous un ciel dégagé. La gare était silencieuse à son arrivée, les couloirs résonnant parfois de bruits de bottes ou de claquements de touches de machine à écrire. Evelyn était détenue dans la petite salle de détention provisoire, derrière une épaisse porte en chêne. Elle se redressa sur sa chaise, sereine comme toujours, ses yeux sombres brillant d'un amusement serein tandis que Miss Marple était introduite. « Mademoiselle Marple, dit-elle, comme si elle saluait une vieille connaissance à un déjeuner. Le curé vous a-t-il envoyé prier avec moi? »« Non, répondit Miss Marple. Le vicaire, je crois, est enclin à laisser Dieu vous guider en son temps. Je suis venu avec une question. » Evelyn haussa un sourcil. « Un seul? Je m'attendais à plus. Tu as suggéré à Iné. Tu as donné la clé à Effie. Mais qui t'a donné le poison? » Une pause. Puis les lèvres d'Evelyn se retroussèrent légèrement. « Pardon? » « Le cyanure, dit Miss Marple d'un ton doux. Vous ne l'avez pas trouvé dans un tiroir. Cela exige des connaissances. Un accès. Vous êtes intelligent, mais pas entraîné. Et les mains expertes sont rares dans cette région. Alors je vous le demande à nouveau, qui vous l'a donné? Le sourire d'Evelyn n'atteignit jamais ses yeux. J'ai bien peur de ne pas comprendre ce que tu veux dire. Miss Marple hocha lentement la tête. Très bien. Alors permettez-moi de vous suggérer quelque chose. Et là, elle commença à parler avec une assurance tranquille qui ne laissait aucune place à la contradiction. Il y a une femme nommée Madame Bradon qui tient une herboristerie en périphérie de Ledbury. Elle est respectable, pour l'essentiel. Elle fabrique des teintures pour les dames insomniaques et des sachets pour les messieurs qui croient encore que la racine de gingembre guérit la goutte. Mais elle garde aussi une mentalité désuète qui inclut la préparation de composés non réglementés, généralement sous prétexte de lutte antiparasitaire. La plupart de ses clients ne sauraient pas ce qu'ils demandent, même si elle l'avait écrit sur le flacon. Evelyn pencha la tête, son expression se durcissant légèrement. « Mais vous le feriez » poursuivit Miss Marple. « Et Madame Bradon, je crois, est bien trop rusée pour donner du cyanure à un inconnu, surtout sans garantie. À moins que la demande ne vienne de quelqu'un en qui elle avait confiance. »« Inès, murmura Evelyn. »« Non, répondit Miss Marple avec un léger sourire. « Effie. » Pour la première fois, les yeux d'Evelyn trahissaient quelque chose comme de la surprise. « Oh, pas Simon, adjuta Miss Marple. Mais elle m'a dit qu'elle avait un jour récupéré un colis pour vous. D'une certaine
apothicaire qui sentait le clou de girofle et la térébenthine. Elle a dit que c'était pour ses nerfs. Elle n'y a pas prêté attention. Le paquet était scellé. Mais je pense qu'il vous a été retourné sans être ouvert et qu'il contenait juste ce qu'il vous fallait. Le silence d'Evelyn était une réponse suffisante. Miss Marple s'est levée. Vous avez monté une pièce brillante, Madame Carswell. Mais dans chaque pièce, il y a un moment où le public cesse d'y croire. Et je crois que nous y sommes parvenus. Elle quitta la pièce sans un mot. Evelyn ne dit rien de plus. Lorsque Miss Marple revint à Saint-Aldelme, le village avait retrouvé son rythme estival. Madame Crocombe avait recommencé à exprimer ses griefs à propos du gâteau éponge à l'Institut des femmes. La femme du pasteur préparait la tombola des récoltes, ayant sagement décidé que la tragédie, bien que tragique, ne devait pas perturber le calendrier. Et les Gladstone, après un entretien privé avec l'inspecteur Cray, avaient envoyé Effie chez une tante à Basingstoke pour un temps, pour se changer les idées, disait-il, même si tout le monde savait la vérité. Mais au fil des jours, un dernier fil conducteur émergea. Une lettre, remise en main propre à Miss Marple par la femme du facteur, qu'il avait trouvée coincée derrière le rayon de tri. L'enveloppe ne portait pas d'adresse de retour. L'écriture était serrée, soignée, réfléchie. Miss Marple le lut aussitôt, puis le relut. Les mots étaient peu nombreux, mais ils atteignaient leur but avec une précision infaillible. Tu avais raison. Il a laissé mourir Charles. Mais il l'a fait pour moi. C'était son crime. Et le mien en avait besoin. Ce que je lui ai infligé à la fin n'était pas une punition. C'était la vérité. On meurt chaque jour en faisant comme si on n'avait pas fait le pire. Merci d'avoir vu clair. Personne ne l'avait jamais vu auparavant. Et elle plia la lettre, la glissa dans un tiroir avec les autres et n'en dit rien à l'inspecteur. Elle savait que cela ne servirait à rien sur le plan juridique et que le sort d'Evelyn était déjà scellé, peut-être pas de la manière dont la plupart des gens s'y attendaient. Certains crimes étaient commis au couteau, d'autres avec un regard sur 20 ans. Celui d'Evelyn avait été les deux. Une semaine plus tard, Miss Marple prit le thé avec le colonel Faraday et Madame Penaligon à l'ombre de l'île de l'église. La conversation tourna, comme souvent, vers la nature du mal. Eh bien, je persiste à dire qu'une bonne pendaison ferait l'affaire, fulmina le colonel. Tout ce discours sur les motivations et le pardon, c'est de la foutaise, à mon avis. Madame Penaligon pinça les lèvres. Mais comment mesurer la culpabilité quand elle est liée à l'amour et à une vieille douleur? Il y a une différence entre un meurtre, eh bien, ses conséquences. Miss Marple sourit doucement dans sa tasse. La culpabilité, dit-elle, n'est pas toujours punie là où elle commence. Parfois, elle se propage, comme la pluie à travers le sol. Elle trouve le point le plus bas et s'y dépose. Aucun d'eux ne savait vraiment quoi répondre à cela. Mais c'était rare qu'il le fasse lorsque Miss Marple s'exprimait aussi clairement. Ce soir-là, alors que la lune perçait les toits de chaume et que le calme revenait dans les ruelles sinueuses, Miss Marple s'assit de nouveau dans son fauteuil. Son tricot était inactif. La maison était silencieuse. Et bien que le mystère du manteau ait été plié et rangé comme le vêtement lui-même, elle n'éprouvait pas un grand triomphe. Seule la vérité persistante est que les gens ne sont souvent pas ce qu'ils semblent être, et pourtant, tout à fait prévisible si l'on sait lire dans le cœur. Le monde, elle le savait, ne serait jamais à court de secrets. Mais pour l'instant, Saint-Aldelme pouvait dormir. La paix retrouvée à Saint-Aldelme était de ce genre de calme, d'auto-imposition, la façon dont un village choisit collectivement de ne pas trop s'aventurer dans ce qu'il comprend à moitié. Certes, des spéculations chuchotées s'échangeaient derrière les mains jointes près de l'épicier et à la table du presbytère, mais personne n'osait exprimer à voix haute ses soupçons. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était une habitude. La vie rurale avait longtemps dépendu de savoir ou regarder, et peut-être plus important encore, qu'en ne pas le faire. Félix Carswell avait été enterré avec la solennité qui convenait, ses funérailles modestes mais respectueuses, et tous ceux qui l'avaient connu, et même quelques-uns qui ne le connaissaient pas, y avaient assisté avec une politesse tendue. On murmurait qu'il avait été incompris de son vivant, ou trop discret pour être vraiment apprécié. Mais personne ne fit mention du manteau, du gâteau ou d'Evelyn Grieve. Inez Carswell se tenait raide sur le premier banc, le visage pâle et indéchiffrable, les mains si serrées qu'elles étaient exsangues. Elle ne pleurait pas, elle ne parlait pas. Elle regardait simplement la cérémonie se dérouler comme une page qu'elle avait lue trop de fois. Miss Marple, assise quelques rangées derrière, la regardait à sa place.
Elle avait toujours cru que la nature humaine se manifestait le plus dans le silence, lorsque les gens cessaient de jouer et commençaient simplement à endurer. Et Iné, maintenant que le drame était terminé, ne ressentait ni triomphe ni culpabilité, mais une sorte de vide, comme si elle était devenue veuve sans jamais avoir été épouse. Evelyn, quant à elle, restait en détention à Market Ledbury, refusant les visites, ne parlant que lorsque c'était nécessaire, comme si, ayant accompli son projet, le monde ne s'intéressait plus à elle. L'enquête officielle fut brève. Le coroner accepta les conclusions de l'autopsie, concluant à un décès par empoisonnement au cyanure, reconnut l'étrangeté du cas et ne fit aucune déclaration explicite de meurtre. En l'absence de preuves concrètes d'administration directe, d'aveux signés et de simples insinuations circonstancielles, il fut conclu que Félix Carswell avait ingéré du poison. Le rapport ne précisa ni comment ni par qui. Le verdict était ouvert. L'inspecteur Cray, pragmatique comme toujours, a qualifié cela de miséricorde. Ils ne poursuivront jamais Evelyn sans plus, dit-il ensuite à Miss Marple, debout près du porche, à l'ombre douce d'une chaude matinée de septembre. Et si elle est assez intelligente pour laisser les autres manipuler les outils, elle est assez intelligente pour s'assurer d'avoir les mains propres. Elle ne cherche pas à éviter la prison, dit Miss Marple d'une voix douce. Elle veut une résolution. Et elle croit y parvenir. Cray hocha lentement la tête. Alors, c'est peut-être une punition suffisante. Pas pour elle, dit Miss Marple, le regard pensif, mais peut-être pour ceux qui restent. La semaine qui suivit l'enquête se déroula dans une normalité trompeuse. Les cloches de l'église sonnèrent. Les écoliers reprirent leur jeu sur la pelouse. L'Institut des femmes organisa une réunion de préparation pour la foire d'automne. Mais au-delà de tout cela, un malaise sourd persistait. La mort était arrivée trop près, trop théâtralement. Il y avait quelque chose d'étrange dans tout cela, comme trouver un décor là où la vraie vie aurait dû se dérouler. Et bien que personne ne l'ait dit à voix haute, beaucoup se surprirent à regarder Iné avec un regard différent, pas vraiment méfiant, mais incertain, comme s'il se demandait s'il devait faire preuve de compassion ou de distance. Miss Marple vit cela et cela la troubla. Un après-midi, sous prétexte de rendre un patron de broderie emprunté, elle rendit visite à Iné au vieux presbytère. La maison, autrefois oppressante, semblait désormais simplement fatiguée. Les pièces étaient vides, non pas d'absence, mais de décisions prises et vécues. Iné la reçut dans le salon, le motif de broderie laissé intact sur la cheminée où Miss Marple l'avait placé pour la dernière fois des semaines auparavant. « Je ne peux pas dire que je m'attendais à des visiteurs, » dit Iné avec une faible tentative de civilité. « Je ne resterai pas longtemps, » répondit Miss Marple en s'installant sur une chaise comme si on l'attendait. J'ai simplement pensé qu'il était normal que quelqu'un vous parle franchement. Iné Seraïdit. À propos de Félix. À propos de vous, dit Miss Marple. Et de ce qui va se passer maintenant. Il y eut un silence. Iné regarda vers la cheminée froide. Je ne sais pas, dit-elle après un long silence. Je pensais que ce serait comme si quelque chose était terminé. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste différent. Tu as vécu très longtemps dans l'ombre de quelqu'un d'autre, dit doucement Miss Marple. D'abord Charles, puis Félix, puis le souvenir d'Evelyn, et enfin sa présence. Tu as fait de ton mieux pour maintenir l'ordre, pour contenir ce qui ne pouvait être dit. C'est une chose difficile à surmonter. Je ne m'attends pas à me rétablir, a déclaré Iné. Alors, attendez-vous à continuer, répondit Miss Marple. Mais gardez les yeux ouverts. Vous devez décider si le reste de votre vie sera une souffrance ou une reconstruction. Le regard d'Iné se porta sur ses mains. Elle fléchit lentement les doigts, puis leva les yeux. « Tu penses que je suis comme elle ?»« Non, » dit Miss Marple. « Je pense que tu aurais pu l'être. Mais tu as choisi de ne pas l'être. Tu l'as peut-être aidée à ta manière, mais tu n'as pas réussi à devenir ce qu'elle est devenue. C'est important. » Iné ne répondit pas, mais quelque chose s'adoucit sur son visage, une rigidité se dénoua. Miss Marple se leva et lissa sa jupe. « Il y a un poste vacant à la bibliothèque de près de Ledbury, m'a-t-on dit. Il recherche quelqu'un de méthodique et de calme. Vous pourriez y réfléchir. » Iné cligna des yeux. « Je n'ai pas travaillé depuis des années. »« Tu as travaillé toute ta vie, » dit Miss Marple. « Mais sans salaire. » Elle est partie sans attendre de réponse. Certaines choses méritaient d'être proposées, et non insistées. Une quinzaine de jours s'écoulèrent. Evelyn Grieve, après une brève comparution devant le tribunal et l'abandon discret de toute accusation formelle, disparut. On disait qu'elle avait quitté le pays.
Certains pensaient qu'elle était partie à Paris, d'autres à Lisbonne. Miss Marple soupçonnait qu'elle n'avait pas connu de destin exceptionnel. Evelyn avait toujours été une femme qui préférait les marges, à moitié connue, à moitié vue. Elle vivrait, comme elle l'avait toujours vécu, juste hors de portée. Effie Gladstone revint de Basingstoke avec une voix plus ferme et une méfiance envers ses yeux qui n'avaient jamais été présentes auparavant. Elle ne s'évanouissait plus. Elle n'en avait plus besoin. Et dans les semaines qui suivirent, le manteau, fut discrètement donné à la brocante de l'église. Un matin, Miss Marple le vit accroché à un portant, d'une banalité incongrue au milieu des tweeds raffinés et des cardigans délavés. Personne ne l'avait réclamé. Personne ne lui avait fixé de prix. Il était simplement suspendu là, son histoire étant encore inédite pour quiconque pourrait l'essayer. Elle ne dit rien, se contentant de noter mentalement que personne ne l'avait acheté à la fin de la journée. C'était déjà une réponse. L'automne s'installa alors à Saint-Aldelme, parfumé par les pommes et bruissant des feuilles. La foire s'installa, puis disparut, et la vie reprit son cours paisible. Dans son salon, Miss Marple se remit enfin à ses travaux d'aiguille, les doigts agiles, le motif désormais complet et familier. Dehors, la lumière de l'après-midi se teintait d'ambre sur la vitre, et le calme du village l'enveloppait à nouveau comme un vieux châle. Un autre mystère surgirait, avec le temps. Il y en avait toujours eu un. Mais pour l'instant, l'histoire du manteau trop bien ajusté avait trouvé sa fin. Et on s'en souviendrait non seulement pour l'homme qui l'a porté, ou pour la femme qui l'a confectionné, mais aussi pour le village qui a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir et qui a appris, en silence, à le supporter. L'année s'écoulait tranquillement vers sa fin. À Saint-Aldelme, les arbres s'étaient teintés d'or et de rouille, et le givre matinal s'insinuait désormais sur les vitres comme une dentelle délicate. Cela faisait quelques semaines que la mort de Félix Carswell avait cessé de hanter les villageois, remplacée par les conversations sur les conserves, les décorations de Noël et l'épineuse question de savoir qui offrirait le thé de la Nativité. Et pourtant, pour Miss Marple, le puzzle n'avait pas encore tout à fait fini de s'assembler, jusqu'à ce qu'une conversation oubliée lui revienne un soir, assise devant le feu. C'était le souvenir d'une phrase de Félix lui-même, rapportée innocemment par Effie. « Ça me va maintenant. » Elle l'avait pris, comme tout le monde, pour une métaphore, un signe de résignation. Mais si ça n'avait pas été le cas, et si ça avait été littéral quelque chose dans le manteau lui-même qui l'avait frappé, reconnaissant ou surpris. Cette nuit-là, elle prit son carnet et relut toutes ses notes griffonnées, puis, avec un silence soudain, elle se leva et se dirigea tranquillement, fermement, vers la salle paroissiale. Les invendus de la braderie étaient encore entreposés dans la sacristie, en attendant le camion de charité. Mademoiselle Marple, munie de la clé que le vicaire lui avait confiée depuis longtemps, entra. Elle se dirigea directement vers le porte-manteau où le manteau était accroché. Il était toujours là. Elle le décrocha du cintre et le posa sur la table, sous la lampe à gaz. Puis, délicatement, ses doigts parcourant chaque couture et chaque pli, elle le retourna. Elle examina la doublure, les ourlets et enfin le col. Un léger renflement. Avec une paire de ciseaux fins, elle coupa la couture. Et là, cousue dans la doublure jaunie par le temps, se trouvait une petite enveloppe. Elle l'ouvrit d'une main ferme. À l'intérieur se trouvait un papier plié et une photo. La photo représentait l'oncle Charles, assis à son bureau, un verre de cognac à la main. Le mot, rédigé dans l'écriture si reconnaissable de Félix Carswell, disait « À quiconque trouvera ceci, je n'avais pas l'intention de le tuer. Je voulais seulement le calmer, faire taire ses menaces et acheter un jour de paix. Mais la dose était trop forte. Je l'ai su dès que je l'ai vu s'endormir sans se réveiller. Evelyn disait que c'était le destin. Je me suis dit la même chose. Mais j'ai porté ce manteau autrefois, et maintenant encore. Peut-être l'ai-je toujours porté. Si je ne suis plus là quand vous lirez ceci, sachez que c'est la vérité, aucune volonté ne pourra la changer. La vérité était là depuis le début, non seulement dans les murmures et les regards, mais cousue, littéralement, dans ce qui les liait tous, le manteau. Le lendemain matin, Miss Marple apporta le mot à l'inspecteur Cray. Il le lut 3 fois, puis soupira et se rassit, le papier retombant sous ses doigts comme un lourd rideau à la fin d'une pièce. « Bon, dit-il doucement. C'est réglé, n'est-ce pas? » « Oui, répondit Miss Marple, mais pas pour les tribunaux. Seulement pour la conscience. Ils acceptèrent de préserver la lettre, de ne pas la publier, ni l'exposer,
mais de la conserver pour archive si jamais des questions surgissaient à nouveau. Cray déclara qu'il contacterait les autorités de Ledbury pour s'assurer que le dossier d'Evelyn attesterait qu'elle n'avait pas agi seule. Ce serait la fin de l'affaire. Et en vérité, Miss Marple le savait déjà. Félix Carswell avait écrit ses aveux, non pas pour disculper Evelyn ou se condamner, mais parce qu'il savait et il comprenait que la culpabilité avait besoin d'un nom, et qu'il ne pouvait plus vivre sans le coucher quelque part, n'importe où, même s'il manquait de courage pour le dire à voix haute. Le manteau avait porté son péché non pas symboliquement, mais physiquement. Le second pan n'était pas poétique, c'était un jugement. Cet hiver-là, Inez Carswell prit ses fonctions à la bibliothèque. On disait qu'elle mettait de l'ordre dans les archives avec une précision quasi militaire, et lorsqu'on l'interrogeait sur son passé, elle répondait simplement qu'elle avait vécu à la campagne et que son cousin était décédé. Personne ne fouinait. Pas à Ledbury. Effie, désormais plus stable, commença à faire du bénévolat au presbytère, à transcrire de vieux documents paroissiaux et à donner des leçons du dimanche aux enfants qui posaient beaucoup trop de questions intelligentes. Elle ne se laissait plus influencer par l'attention. Elle avait appris quelque chose à ses dépens et gagné quelque chose de mieux, le respect. Et Evelyn disparut, non pas en exil, mais dans l'anonymat. Cray apprit qu'elle avait été vue pour la dernière fois à Douvres, marchant avec un homme aux cheveux gris et portant une valise. Pas d'inculpation, pas de procès, juste l'histoire, qui se referme discrètement. Miss Marple reçut une dernière enveloppe quelques semaines plus tard, oblitérée par la Poste de France. Pas de lettre, pas de nom de retour. Juste une fleur pressée à l'intérieur. Un petit brin de pruche. Elle l'a placé dans un livre de tragédie de Shakespeare et a pensé, non sans une pointe d'ironie, que c'était très approprié. Et puis, elle a tout rangé. Le mystère du manteau trop bien ajusté était terminé, non pas parce que justice avait été rendue publiquement, mais parce que chaque secret avait trouvé sa place, chaque ombre avait été prise en compte. Et tandis que la neige commençait à tomber légèrement sur les toits de Saint-Aldelme, Miss Marple s'assit une fois de plus avec son tricot sur ses genoux, le feu chaud à ses pieds et une satisfaction tranquille dans son cœur. Pas de fierté. Jamais de fierté. Seulement la douce certitude qu'elle avait à nouveau vu clairement, alors que d'autres ne le voyaient pas. Et c'est cela qui, au final, a fait toute la différence.